Donc, OK. Bonjour, l'émission spéciale de Radio Arménie est consacrée aujourd'hui au livre Au Karabakh, le livre noir, du Centre français de recherche du renseignement, sous la direction d'Éric Denessé et de Tikran Yegabian. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à l'antenne de Radio Arménie David Gaouzer, si j'espère que je prononce bien. Gaouzer. À propos de sa contribution très importante et très intéressante à cet ouvrage collectif, avec un article sur le panturquisme et l'État profond turc. Alors, l'article est intitulé, je vais peut-être vous retrouver le titre exact, Au Karabakh, l'État profond turc contrarié par l'axe sino-russe. C'est un thème qui n'est pas très, j'allais dire, très médiatique. L'État profond, on n'en parle pratiquement pas en Turquie. Et les relations de la Turquie avec la Chine, avec la Russie, etc., sont abordées en général en France dans les médias de manière très superficielle. Et là, nous avons donc l'occasion d'approfondir ce sujet qui est un sujet vital pour la survie de l'Arménie dans le passé et aujourd'hui. David Gaouzer, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géographie, vous êtes président de l'Observatoire des sociétés d'Asie centrale et chercheur associé au Centre français de la recherche sur le renseignement. Et vous êtes spécialiste des questions de radicalisation et de terrorisme islamiste dans l'espace post-soviétique. Or, l'Arménie et le Haut-Karabakh se trouvent dans cet espace et se trouvent dans le voisinage immédiat de la Turquie, se trouvent être aujourd'hui, depuis la reprise de la guerre du Haut-Karabakh en 2020, victimes de cette radicalisation de la Turquie et de l'islamisme, de la politique islamiste et pan-turquiste de la Turquie d'aujourd'hui. On est donc dans une période où il y a cette radicalisation et le terrorisme dont vous êtes le spécialiste caractérise les relations internationales. On est à un moment où l'architecture des relations internationales, l'architecture de la sécurité internationale est en train de changer, subit des chamboulements. La guerre en Ukraine a été déclenchée donc par la Russie. L'Occident, les pays occidentaux se sont réunis contre la Russie. Or, on voit dans cette configuration une Turquie qui, bien qu'elle soit encore candidate officiellement à l'Union européenne, qui joue son propre jeu et qui pousse ses pions vers l'Asie, non seulement l'Asie centrale, et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais qui pousse ses pions jusqu'aux portes de la Chine en coopérant avec une géométrie variable avec l'Occident et avec l'Orient en même temps, avec la Russie, avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec la Chine, et donc un jeu finalement assez complexe et qui demande interprétation. Et je vous remercie pour cet entretien et on va essayer, si vous voulez bien, David, de clarifier un peu la situation. Voilà, donc vous avez dans votre article, vous posez les jalons, vous nous parlez de l'État profond. Qu'est-ce que l'État profond turc? Les loups gris, le Sadat, et vous nous parlez aussi, donc aujourd'hui, du mythe des services de renseignement turcs, et tout cela au service d'une nouvelle politique de la Turquie. Alors, quelle est, si vous voulez bien dire en quelques mots, quelle est cette nouvelle politique de la Turquie? Déjà, l'État profond, comme il se définit lui-même, c'est un État dans l'État
qui fonctionne en totale autonomie et surtout hors de tout cadre légal ou juridictionnel. Donc, c'est un État qui a une large autonomie et je dirais que c'est le bras d'exécution des basses œuvres du pouvoir turc. Mais ça a toujours été comme ça, Monsieur Gausser. Mais oui, l'État profond turc était sous domination de l'armée turque à l'époque. tout à Et fait. l'armée était considérée comme le garant de la laïcité, entre guillemets, qui n'est pas la laïcité qu'on connaît en France, qui était le garant de la laïcité de la Turquie. Or, aujourd'hui, l'État profond est au service d'un islamiste. Oui, tout à fait. Vraiment, le changement s'est opéré au début des années 2000, donc dès l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Et petit à petit, les anciens cadres militaires turcs ont été arrêtés, écartés et remplacés par de nouveaux, on va dire, plus fidèles à la doctrine de l'AKP, qui est le parti donc, de Recep Tayyip Erdogan. Euh, Petit à petit, au niveau international, on a eu aussi une évolution de la Turquie qui était un allié fidèle jusque-là de l'Occident, membre encore aujourd'hui de l'OTAN, vers un rapprochement bien sûr des États centra-asiatiques, rapprochement d'abord culturel, économique, technique, avant de déboucher à la faveur de la crise sanitaire de 2020-2021 sur une alliance militaire, donc avec certains États centra-asiatiques, et l'idée de construire donc l'organisation des États turcophones, donc un espace politique commun. J'y reviendrai bien sûr ultérieurement. Et c'est aussi pour cette raison que, euh, que la Turquie s'est rapprochée de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une organisation régionale créée en 1998, puis alors c'était au départ le groupe de Shanghai, puis en 2001, l'Organisation de coopération de Shanghai, donc La Chine et la Russie. entre la Chine, la Russie, les républiques d'Asie centrale, et puis désormais, depuis quelques années, l'Inde et le Pakistan. Et puis nous avons l'Iran comme membre observateur. Nous avons aussi, bien sûr, la Mongolie. Et c'est vrai que la Turquie rêverait d'être ce membre observateur, mais, et j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir plus tard, l'évolution, on va dire, géopolitique de la Turquie est pour moi opportuniste, c'est-à-dire qu'il y a, on le voit, un grand dessein turc, un grand projet turc, et justement bloqué par la présence de l'Arménie, qui est ce projet d'un État, on va dire d'un État commun, pan-turquiste ou pantouranien, qui réunirait donc la Turquie, pardon, et les 6 autres républiques, donc que sont les 5 d'Asie centrale, plus l'Azerbaïdjan. Alors ça, c'est ce qu'on appelait au 19e et au 20e siècle le panturquisme. Le pantouranisme, c'était encore autre chose, mais là, c'est une idée, c'est un idéal pour des Turcs. Ça a été d'ailleurs une des raisons qui ont motivé l'extermination des Arméniens en 1915 de leur territoire même, de l'Arménie occidentale, compte tenu de ce projet d'union, d'unité en tout cas, de tous les peuples turcs, en passant par l'Azerbaïdjan et en allant jusqu'en Asie centrale. Qu'est-ce qui a changé depuis cette époque? Alors, après le dégel, bien sûr, après la chute de l'Union soviétique, qu'est-ce qui a changé dans cet idéal, dans cette idée du panturquisme de la part des Turcs, de la part des Azeris, de la part des autres pays d'Asie centrale? Alors, il y a, je dirais plusieurs points.
D'une part, surtout, ça s'est concrétisé par la Deuxième Guerre, donc à l'été et automne 2020 à Artsakh, par un caractère, je dirais, plus agressif. Depuis 1991 et l'indépendance des républiques d'Asie centrale, on avait jusqu'à la crise sanitaire, je dirais, sauf dans le cas azéri peut-être, mais ailleurs en Asie centrale, on avait un panturquisme qui était plutôt d'ordre culturel, qui se limitait à des coopérations entre villes, des coopérations culturelles, techniques, religieuses, mais religieuses, c'était dans la diversité, je dirais, de l'islam turc. Et puis, on a eu, on l'a eu déjà avec la montée de l'État islamique en Syrie, l'utilisation donc l'utilisation par la Turquie de milices islamistes, je pense au nord de la Syrie, aux poches d'Afrin, d'Idlib, et plus tard au transfert de combattants de ces poches-là donc en Artsakh, puis ensuite après la guerre en Artsakh par bien sûr les exactions azéries qui ont continué, et puis par cette idée de construire donc un espace commun politique et militaire turc, on a d'une part une radicalisation, je dirais, un discours très, très va-t-en-guerre de l'espace, enfin, du moins de la Turquie et de certains de ses alliés turcophones, pas tous. Et on a eu également, et ça c'est intéressant parce que ça fait partie de la différence fondamentale qui reste encore entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, une mise sous tutelle, je dirais, de l'islam politique, justement de ce projet panturquiste de la part de la Turquie. L'Azerbaïdjan, même si son idée est très nationaliste, elle n'est pas encore soumise au côté religieux, puisque l'Azerbaïdjan a cette particularité d'être chiite. En même temps, quand l'Azerbaïdjan occupe la ville arménienne de Chouchi, la première chose que fait le président azéri, c'est d'aller à un endroit où il y a encore une sorte de mosquée, ou en tout cas un lieu religieux musulman, et il fait enlever la croix sur l'église, la cathédrale arménienne, et il essaye de transformer cette cathédrale en mosquée. Donc il y a utilisation tout de même de oui, tout à fait. De la religion. Alors, justement, il y a cette particularité de Chouchi. Chouchi est c'était pendant très longtemps la capitale historique, je dirais, de l'Arménie. Et c'est un grand centre de la culture arménienne, bien avant qu'il y ait une influence islamique. Et puis cette ville a été touchée donc déjà par des massacres à la suite du génocide arménien, au printemps 1920, si je ne me trompe pas. Tout à fait, oui. Et puis, la ville avait été mise en avant au moment de la mise sous tutelle arménienne de l'Artsakh entre 1980, je dirais 91, jusqu'à 2020. Et du coup, dans l'imaginaire, et c'est pour ça que cet exemple est très intéressant, parce que le point de vue de Chouchi est très particulier. Dans l'imaginaire turc et azéri, il fallait continuer à faire de cette ville une ville, comment vous expliquer, qui focaliserait les fantasmes historiques aussi de leur camp. C'est pour ça que Chouchi a été une espèce de zone de non-droit. Bon, aujourd'hui, il y a les casques, les casques de la paix russes qui sont toujours là-bas. Mais c'est vrai qu'au moment de la reconquête,
le patrimoine, que ce soit à Chouchi, mais aussi ailleurs en Artsar, le patrimoine arménien a été saccagé, ça c'est clair. La population civile arménophone, en théorie, dans les textes, pouvait rester, mais vu les exactions qu'il y a eu, n'a pas pu en pratique le faire. Et surtout, Chouchi est devenu le centre de formation et la capitale, entre guillemets, des Lougris, donc rebaptisé Choucha. Et du coup, avec ce statut, comme on sait que les Lougris sont avec le mythe et Sadat, l'un des trois principaux piliers de l'État profond turc, en fait, Chouchi est devenu quelque part la capitale fantasmée, je veux dire, de la zone de non-droit de l'espace turcophone. Et les deux pays avaient intérêt, enfin, les deux pays que sont l'Azerbaïdjan et la Turquie, avaient intérêt de garder à cette ville, sous souci de maintien de son rôle de capitale, mais d'une zone de non-droit. Cette partie de non-droit, c'est justement la base qui a servi d'expression à tout le déchaînement de violence qu'on a vu, de barbarie, et qu'on a vu encore récemment, de la part des Azéris, que ce soit sur les populations artsariotes locales, qui sont encore restées autonomes, donc autour de Stepanakert, et dans la partie de l'Artsar qui est encore restée autonome lorsqu'il y a des escarmouches, mais aussi sur les civils arméniens ou l'armée arménienne, donc dans les régions de Siounik, Gerarkounik, enfin, au niveau des régions frontalières. Revenons au pan-turquisme. Donc, on a parlé de Chouchi, il y a eu la déclaration de Chouchi en 2021 qui scelle une alliance entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, une alliance militaire plus poussée, que je me demande d'ailleurs ce que cela veut dire, plus poussée, puisque la guerre de 2020 a été totalement prise en charge par la Turquie. L'Azerbaïdjan seul n'était pas capable d'après des experts militaires, n'était pas capable seul de gagner cette guerre. Donc, c'est la Turquie qui a, j'allais dire, mené avec l'Azerbaïdjan, avec les mercenaires islamistes de Syrie, etc. C'est la Turquie qui a dirigé cette guerre. Il y a eu donc cette déclaration, mais cette déclaration venait à la suite, si vous voulez, de la déclaration du Nakhichevan, qui voyait donc une évolution de la communauté des États turcophones en organisation aussi. Voilà, donc commence à évoluer ce pan-turquisme light, j'allais dire, ce pan-turquisme culturel en pan-turquisme politique et militaire, et en tout cas est en train encore d'évoluer. Bon, au niveau du volet militaire défini dans les accords du Nakhichevan de 2009, il n'a jamais pu se mettre en place puisque la plupart des États turcophones d'Asie centrale appartiennent à la CUI, à la communauté des États indépendants, et dont à son volet militaire, à l'organisation du traité de sécurité collective de Tachkent, et sont en cela, on va dire, les alliés de la Russie. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que 4 jours après l'invasion azérie de l'Artsar, l'ancien chef d'état-major azéri Sadikov, qui était jugé pro-russe, avait été déposé, licencié directement par le président azéri Aliyev, qui a préféré mettre son armée sous état-major direct de l'armée turque. Ce qui veut dire que les opérations, et c'est là où on est arrivé progressivement à la déclaration de Chouchi en juin 2021, puisque cette déclaration qui prévoit que si l'un des deux États
on ne va pas se mentir, hein, dans les faits, c'est surtout si l'Azerbaïdjan est agressé par un État tiers, la Turquie volera son secours. Et réciproquement, bon, et réciproquement. Ça va de pair avec ce fameux centre d'opération, ce centre de formation et d'entraînement d'opérations conjointes construit à Agdam. Après les accords de cessez-le-feu qui ont mis fin à la guerre en Artsakh, qui prévoyaient la formation commune de soldats turcs et russes donc à Agdam. Alors, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir plus tard, mais ce schéma-là, nous sommes quand même en 2021 encore dans une sorte de lune de miel entre la Russie et la Turquie. Si, bon, entre-temps, l'invasion ukrainienne est passée par, l'invasion de l'Ukraine est passée par là. Si la Russie est affaiblie, toute cette coopération va être remise en question parce qu'il est clair que le régime turc joue de manière temporaire les médiateurs, une sorte de partenaire pragmatique. On le voit dans le cadre de la crise ukrainienne, mais il est évident que la Turquie attend le meilleur moment pour repartir à l'offensive et renforcer ses positions en Asie centrale, ainsi que dans le Donc, Caucase. cette coopération turco-russe ne peut pas tenir dans le temps. Non. C'est ce que vous voulez dire. Voilà, elle ne peut pas tenir dans le temps. Cependant, on le voit, on voit que les actions agressives régionales de la Turquie, que ce soit sa zone d'exclusion en Syrie, où elle protège les milices islamistes, milices qu'elle avait donc en son temps transférées en Artsakh pour les faire combattre du côté azéri avant de les rapatrier de nouveau en Syrie. On voit aussi l'intimidation de la marine turque donc vis-à-vis de la Grèce. On voit que la Turquie, par ces actions-là, son rôle aussi à Chypre, on voit qu'elle commence à ne plus faire l'unanimité au sein de l'OTAN. Bien évidemment, en face, la Turquie, pour l'instant, se rapproche de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il y a cette lune de miel temporaire avec la Russie, mais qui ne pourra pas toujours durer, puisque les intérêts sont divergents en Asie centrale, comme dans le Caucase également. Donc, si je comprends bien, M. Gausser, il y a en réalité une relation de concurrence entre la Russie et la Turquie, et cette relation de concurrence prend parfois des aspects de coopération, mais cette coopération ne peut pas aller loin parce qu'il y a une vraie concurrence d'influence sur l'Asie centrale. Et, tout à fait. Et alors, qu'en est-il dans l'Asie centrale? Est-ce que la Turquie a vraiment les leviers nécessaires pour concurrencer la Russie? Pour l'instant, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, elle n'avait pas les leviers militaires, puisqu'il y avait quand même des bases russes importantes au Tadjikistan, au Kyrgyzstan. On a vu encore en janvier de cette année, donc un mois avant l'invasion de l'Ukraine, l'intervention de bataillons de l'organisation du traité de l'OTSC, du traité de l'organisation collective, intervenir au Kazakhstan. Par contre, on a vu la Turquie se faire livrer par des États centra-asiatiques des recteurs d'universités qui étaient proches de Fethullah Gülen,
qui était un ancien allié, mais aujourd'hui ennemi déclaré de Erdogan. Et et puis la Turquie est allée jusqu'à mener une opération d'infiltration en territoire kirghize en juillet 2021 pour enlever justement le responsable d'une université guleniste à Bichkek, ce en toute impunité. Donc on voit que les services turcs ont, le MIT en l'occurrence, a des réseaux et a des facilités importantes en Asie centrale. Après, est-ce que la Turquie pourra s'y installer durablement? Je ne le pense pas, parce que petit à petit, l'invasion de l'Ukraine montre que si la Russie s'affaiblit dans la zone, la Chine commence à la remplacer petit à petit. C'est notamment la Chine qui, pour la première fois, a envoyé des instructeurs aider l'armée tadjike à réprimer le massacre par un massacre, la révolte des Pamiris au mois de juin de cette année, en mai et Donc juin. le Tadjikistan, qui ne fait pas partie de l'Union des États turciques, c'est ça? Non, parce que il est l'exception iranophone en Asie centrale. Bon, la Chine est quand même davantage présente aussi au Kyrgyzstan par l'intermédiaire des instituts Confucius. Il y a quand même des budgets chinois qui sont plus importants que les budgets turcs. Et fait nouveau dans le Caucase, les États-Unis et l'Europe ont proposé d'être davantage présents dans le contentieux opposant l'Arménie, l'Artsakh et l'Artsakh à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Par Puisqu'en Artsakh, pour l'instant, il n'y a pas d'intervention occidentale. Oui, mais il y avait quand même le ministre des Affaires étrangères d'Artsakh, M. Babayan, qui était parti à New York faire la promotion de la défense de sa région. Le problème pour l'Occident, c'est sera-t-il assez fort pour ne pas succomber Alors ça, c'est une question très intéressante que vous soulevez, M. Gauzer. Oui. C'est que la question, c'est de savoir si l'Occident, bon, là, il y a un contingent d'observateurs qui est envoyé à la frontière arméno-azerbaïdjanaise. C'est très limité, c'est une quarantaine de personnes. Mais in fine, si l'Occident, si les relations entre la Turquie et l'Occident continuent à se détériorer, ou plutôt les États-Unis, parce que entre l'Union européenne et la Turquie, on ne peut pas parler d'une lune de miel, mais on ne peut pas parler non plus d'une accentuation des oppositions. Entre les États-Unis, l'OTAN et la Turquie, quel est le degré d'implication de l'OTAN et des États-Unis dans la région du Sud-Caucase, si ce n'est pas par l'intermédiaire de la Turquie? Comment l'OTAN voudra affaiblir, puisque c'est ça qu'essayent de réaliser les États-Unis et l'OTAN, affaiblir la Russie au Caucase? Mais est-ce que est-ce que ce n'est pas forcément par la Turquie, par la présence accrue de la Turquie dans la région? Non, je pense qu'il peut y avoir, pour les États-Unis, l'alternative d'une installation de base américaine en Géorgie. Et ça pourrait permettre d'avoir une proximité vis-à-vis de l'Arménie. En revanche, il y a quand même des territoires, encore, je pense à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, des territoires dans lesquels la Russie a des bases. Puis il y a toujours les bases russes, notamment celle de Gyumri en Arménie. Par contre, ce qui est assez intéressant est de voir que le régime azéri, qui a mis en avant l'attrait de son pétrole, toute une politique
de charme pour l'achat de séduction, pour l'achat de son pétrole par l'Occident, a été quand même dernièrement, je ne veux pas dire écarté, mis de côté, mais l'Occident a vu en septembre dernier les massacres commis par l'armée azérie contre des militaires arméniens, notamment le massacre de cette pauvre infirmière avec une cruauté atroce autour. Et ça refroidit les ardeurs américaines d'une coopération plus poussée avec Bakou. Il faudra voir. Vous pensez que ce sont les exactions qui ont fait cela ou il y a d'autres raisons plus stratégiques? Je pense que pour les États-Unis, vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, ce sont les exactions. Et il y a quand même une communauté arménienne importante en Occident, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, dont en France, et qu'avec l'affaiblissement de la Russie engluée dans sa question ukrainienne, il y a eu quand même un repositionnement occidental en faveur de l'Arménie. Après, il faut voir jusqu'où l'Occident serait capable d'aller dans la défense de l'Arménie et de l'Artsakh. Ça, c'est le principal défi. Mais je pense que le salut, pour l'instant, le salut des Arméniens est là, dans le cas d'un affaiblissement durable de la Russie. Ensuite, c'est tout de même pour les Arméniens un choix extrêmement risqué, parce qu'actuellement, même s'il y a des dissensions qui se révèlent entre la Russie et la Turquie, actuellement, beaucoup d'analystes considèrent que les massacres des Arméniens, des jeunes Arméniens conscrits à la frontière et les exactions, les tortures, les exécutions sommaires de jeunes soldats se fait avec l'aval de la Russie. Donc la Russie essaye d'utiliser son poids en Arménie pour négocier avec les Azéris et notamment avec la Turquie, pour coopérer avec la Turquie. Donc, en même temps, s'il y a un changement d'orientation, comme vous le préconisez, ou en tout cas dont vous voyez la possibilité, il y a d'énormes risques pour la survie de l'Arménie encore, pas seulement par la Turquie, mais par le tandem turco-russe. Alors, justement, c'était la deuxième partie de ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Si la Russie s'affaiblit, là, il faut espérer que l'Occident la remplace au niveau de la défense, justement, de la cause arménienne. Si la Russie ne s'affaiblissait pas tant que ça et qu'il devait y avoir prochainement un changement de pouvoir à Moscou, personnellement, je suis persuadé que nous allons assister à un changement de pouvoir proche. Ça ne veut pas dire nécessairement une dépoutinisation. Ça ne veut pas dire non plus que les prochains seraient plus modérés, seraient forcément de l'opposition. Je vois plutôt un changement de pouvoir comme cela s'était passé au Kazakhstan en janvier dernier, si on enlève les débordements de rue, où on a eu un départ en douceur, en catimini, de l'ancien président kazakh Nazarbayev, qui a gardé tous ses avantages privés et son immunité judiciaire. Et je pense qu'il pourrait arriver de même à Poutine. Si Poutine était remplacé, Poutine avait des contacts quand même assez proches avec la famille Aliyev en Azerbaïdjan. Or, les Russes, ayant quand même une opposition nationaliste et donc je dirais pro-orthodoxe assez forte, il est fort possible que le nouveau dirigeant, s'il était en position de force et que son armée n'était pas si abîmée que ça en Ukraine, lui aurait des positions, sans nul doute, moins favorables à l'Azerbaïdjan et protégerait davantage la cause arménienne. N'oublions pas non plus qu'en Artsakh, donc
à la suite de la guerre de 2020, le russe est devenu la deuxième langue officielle de cette partie-là. Et que la Russie, l'Occident n'a pas encore dit son mot là-dessus, mais la Russie est la seule puissance à prôner actuellement le raccordement par le corridor de Bertsor de l'Artsakh à l'Arménie. Après, tout l'enjeu du futur statut de l'Artsakh est là. Pour l'instant, dans le droit international, l'Artsakh est encore un district autonome qui appartient de jure à l'Azerbaïdjan. Après, faudrait-il qu'il soit indépendant ou qu'il reste district autonome mais dépendant de l'Arménie? Les questions se... Vous pensez que la Russie peut un jour renoncer à s'attirer l'Azerbaïdjan ou attirer l'Azerbaïdjan dans les organisations eurasiatiques qu'elle a créées, parce qu'on voit bien aujourd'hui que l'Arménie et l'Artsakh constituent des appâts que la Russie essaye d'utiliser pour s'attirer d'une part l'Azerbaïdjan et par là peut-être pour une deuxième étape la Turquie, pour affaiblir les relations de la Turquie avec l'Occident et se l'attirer. Maintenant, on voit que la Turquie, c'est une autre force qui est en train de se mettre en place, c'est une force autonome qui a ses propres rêves panturquistes et qui challenge quelque part la Russie. Mais est-ce que pour l'Azerbaïdjan, vous pensez que la Russie cessera un jour d'utiliser les Arméniens et l'Artsakh pour s'attirer les faveurs et l'adhésion de l'Azerbaïdjan? Je ne pense pas. Je pense que dans le pire des cas, si nous avons quelqu'un de très proche de Poutine qui prenait la succession de ce dernier, on aurait la continuité de la politique actuelle, donc une politique de la Russie en théorie neutre et équilibrée, mais quand même qui maintiendrait des relations, je dirais, d'amitié avec la famille Aliyev, du fait de la rente pétrolière de l'Azerbaïdjan. Si, au contraire, je pense à certains successeurs comme Patrushev, comme, qui est le président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, comme Medvedev, l'ancien président russe, voire les nationalistes, qu'ils soient eurasistes ou panslavistes, là, la Russie repencherait au nom de la solidarité chrétienne en faveur totalement de l'Arménie. Par contre, le point, c'est là qu'on voit que Poutine, je dirais, n'a pas fini son travail et qu'il était trop conciliant avec l'Azerbaïdjan. Pour que le cessez-le-feu soit peut-être plus durable, je pense qu'il a commis une grande erreur. Il aurait dû, bien sûr, l'Arménie et l'Artsakh ont perdu cette guerre, mais pour éviter tout souci de revanche ou de tension, ils auraient dû revenir aux frontières de 1991. Cela impliquait le maintien de Chouchi, de Hadrout, justement dans l'Artsakh, et on revenait au point de départ. Puisque là, évidemment, les Azéris ont récupéré les zones tampons, mais surtout, ils ont pris en plus de ce qui existait donc avant le déclenchement du premier conflit de 91-94, ils ont pris toute la partie sud. Donc du coup, la partie, on ne peut pas dire qu'à ce titre-là, alors bien sûr, Poutine a arrêté la guerre, et c'est très bien, mais ça s'est fait vraiment quand même au détriment des Arméniens. Et là-dessus, l'Occident n'a pas validé cette prise territoriale, et ça reste un enjeu sur lequel il y aura des négociations très, très difficiles
surtout si la Russie est affaiblie, Mm. dans le passé pour définir les accords de paix, donc tripartite entre Artsakh, Arménie et Azerbaïdjan, avec en prime la question des corridors. Mm. L'accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020 donc a permis la présence des forces russes, j'allais dire d'interposition, si on peut dire, des forces russes de la paix, comme ils disent, pour 5 ans. Donc déjà, les 2 années sont déjà passées. Il reste 3 ans. Si dans 3 ans, l'Azerbaïdjan décide de ne plus accepter la présence russe, qu'est-ce qui risque de se passer? D'ici là, la Russie a ce besoin impérieux de garder l'Azerbaïdjan de manière, en tout cas de maintenir ses relations avec l'Azerbaïdjan en favorisant l'Azerbaïdjan vis-à-vis de l'Arménie pour pouvoir rester, parce que l'Arménie voudra bien sûr que les Russes restent pour assurer la sécurité de la population arménienne de l'Artsakh, mais les Azéris n'ont pas intérêt à ce que les Russes restent. Donc, la Russie risque de faire encore des concessions à l'Azerbaïdjan dans ce trio, sans parler encore de la Turquie, dans ce trio Arménie, Russie, Azerbaïdjan. Alors, la situation risque d'être plus complexe, selon moi, que ça, et étendue aux problèmes iraniens. Je ne vais pas parler ici des problèmes iraniens, à part de l'un d'eux. C'est important. L'un d'eux, quand même, c'est celui de la montée des expressions autonomistes pro-azéries au nord-ouest de l'Iran, dans la région de Tabriz, où on a des groupes, cette fois-ci nationalistes. Alors, il y a 2 déclinaisons. Hein. Il y a les déclinaisons religieuses, donc proches de la KP turque, ou la religion, ou la partie nationaliste laïque aussi, encadrée par des lougris ou des kémalistes purs et durs, bon, il y en a encore. Et ce groupe-là voudrait évidemment faire le grand Azerbaïdjan, en réunissant donc la partie iranienne, qui est plus grande et plus peuplée que la partie azérie. La Russie n'a pas l'intérêt de voir se développer cet Azerbaïdjan-là, ce grand Azerbaïdjan, contrairement évidemment à la Turquie qui le souhaiterait. En plus, à la Turquie, ça lui permettrait de pouvoir relier, en contournant l'Arménie, de pouvoir se relier au reste du monde turcophone. Après, si la Russie ne devait... Je pense que la Russie, puisque l'Occident quand même est favorable à un maintien du consensus, c'est-à-dire du statu quo. Le projet reste flou, mais sauvons la paix d'abord. Donc je pense que l'Occident ne s'opposera pas à ce qu'il y ait 3 ans de plus ou 5 ans de plus au maintien des forces russes de la paix. En revanche, il est évident que ces forces-là devraient être remplacées par d'autres. Pourquoi pas des soldats de l'ONU? Pourquoi pas des militaires occidentaux avec un mandat onusien, pour maintenir cette force d'interposition. Et là, c'est la Russie qui sera contre. Là, c'est la Russie qui sera contre, parce que c'est son petit précaré. De toute façon, là-dessus, si la Russie est encore assez forte, elle enverra ses propres soldats. Si la Russie est faible, elle devra laisser l'Occident. C'est pour ça que la diplomatie artsariote comme arménienne essaie, tout en gardant de bonnes relations avec Moscou, essaie de diversifier leurs partenaires et notamment se rapproche depuis 2 mois, se rapproche justement de l'Occident. Mais, M. Gauzière, c'est une situation qui est tout de même assez ambiguë, puisque l'Occident ne parle plus de l'Artsakh. Aujourd'hui, on parle, l'Azerbaïdjan, par son agression du territoire arménien, a déplacé le problème à la frontière de l'Arménie et à la question de la souveraineté de l'Arménie sur son territoire. Et on n'entend plus parler du groupe de Minsk,
on n'entend plus, ni la France ni les États-Unis ne parlent du groupe de Minsk depuis plusieurs mois maintenant. Alors, pour revenir dans le conflit de l'Artsakh, pas seulement dans le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais pour considérer la question de la destinée de l'Artsakh en tant qu'unité arménienne, il n'y a pas, personne n'est là. On parle même des Arméniens de l'Artsakh qui demanderaient à intégrer la Russie aujourd'hui. Même si David Babayan est allé aux États-Unis pour avoir des rencontres. Ceci dit, je pense que l'Occident n'est pas très clair non plus dans son approche de la question arméno-azérie et vis-à-vis de la Turquie, etc. Donc, on sait bien qu'il y a des problèmes avec la Turquie, mais les États-Unis auront difficilement des bases directes dans la région pour assurer l'intégrité territoriale ou la souveraineté de l'Arménie, par exemple. Ça paraît tout de même assez nouvelle comme situation, finalement. Oui, oui, c'est pour ça que, pour l'instant, vous avez bien rappelé la situation du moment, du jour. C'est exactement ça. Et l'Occident, là-dessus, est face à ses propres contradictions. Pardon. C'est-à-dire qu'il souhaite une Russie affaiblie, mais tout en sachant très bien qu'une Russie affaiblie signifierait la mise en danger de l'Arménie, voire s'il y a une action militaire commune azéro-turque, sa disparition possible. Et là-dessus, pour l'instant, à ce jour, rien n'a encore été fait. Donc, je pense, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, je pense que justement les dernières tractations qu'on a eues entre Babayan, Pachinian, avec les différents partenaires américains, c'était pour essayer de trouver un soutien sécuritaire en cas d'agression. Ceci étant, rien n'a encore été fait, comme rien n'a encore été négocié au niveau de l'Artsakh également, puisqu'on est actuellement encore sur une ligne de cessez-le-feu. Mais l'Arménie va de plus en plus, en tout cas dans le discours officiel, l'Arménie parle de plus en plus de négociations directes entre l'Azerbaïdjan et les Arméniens d'Artsakh et les autorités arméniennes d'Artsakh. C'est-à-dire que l'Arménie est en train de se laver les mains de l'Artsakh, c'est ce qu'on dit en Arménie en tout cas. C'est ce qu'on voit. Alors, pour rebondir avec l'Occident sur la question de l'Artsakh, paraît aujourd'hui quelque chose d'assez questionnable. Oui. Alors, pour l'instant, seule la France exprime, mais ça ne reste que des mots, mais exprime son souci justement de la cause arménienne et artsariste. On a encore entendu notre président, M. Macron, en parler justement pour démonter la partialité supposée de Poutine, mais on a entendu parler de ça sur France 2, mais pour autant, il n'a pas proposé de plan alternatif. Et jusqu'à présent, c'est un peu l'objet de la rédaction commune de ce livre noir, justement, c'est de montrer tous les problèmes, tous les risques, tous les enjeux, et le fait de voir que pour l'instant, la réponse occidentale aux Arméniens et aux artsaristes est vide. Il y a des souhaits, il y a des intentions. Pas de plan. Mais il n'y a pas de plan. Alors, peut-être que l'évolution des choses en Ukraine va précipiter, parce que
va précipiter l'organisation des choses. Mm. Parce que je ne vous cache pas que si les Russes perdent la bataille à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, il va y avoir donc ce coup d'État militaire qui va se passer rapidement après à Moscou. Ça, j'en suis persuadé. Et là, on va avoir une redéfinition des cartes par rapport aux nouveaux dirigeants qui seront en place là. Je pense que l'Occident aussi attend ce moment avant de se prononcer et d'agir. Le problème, c'est que la Turquie, on l'a vu avec l'Azerbaïdjan. Bon, là, c'était directement l'Azerbaïdjan. Il n'y a pas eu d'action directe de la Turquie, mais indirectement, il y a eu ce soutien. Et puis surtout, comme l'état-major est commun, bon, il y a eu cette entraide quand même. Mais on a vu pendant cet été quand même pas mal de républiques, dont l'Azerbaïdjan, tester la force et la faiblesse justement de Poutine. C'est pour ça qu'on a eu cette attaque-là en septembre, qui était très violente, plus de 200 militaires arméniens tués, 80 soldats azéris. On a eu au même moment aussi le Tadjikistan qui attaquait le Kyrgyzstan et des troubles au Karakalpakstan, c'est-à-dire au nord-ouest de l'Ouzbékistan. Avec chaque fois, on a eu des mouvements de tests. Et là, je viens à Erdogan, qui a souvent cette allégorie qui est assez intéressante, qu'il a utilisée au niveau de la religion, mais qu'il utilise partout, c'est l'allégorie du bus, où il se sert de la démocratie. Donc là, il le disait à propos de l'islam, mais il se sert de ça comme un autobus pour descendre jusqu'à l'arrêt qui l'intéresse. Et Erdogan fonctionne comme ça. Donc, il peut très bien coopérer. Je ne vous cache pas que sur l'Ukraine, sa coopération n'est pas sans intérêt. C'est bien sûr recevoir une partie du passage des hydrocarbures, mais aussi, à terme, essayer d'avoir le contrôle, la main aussi sur les Tatars turcophones d'Ukraine. Alors, les Tatars sont pro-ukrainiens. Il est probable que la Crimée reste russe parce qu'une grande partie de la population locale le souhaite. Les Tatars n'en font pas partie. C'est pour ça qu'ils ont émigré de Crimée pour se mettre dans la région de Kherson, à côté. Et l'idée d'Erdogan, c'est de pouvoir aussi rajouter à ces organisations, faire ces partenariats pan-turquistes, de rajouter les Tatars. Donc, on voit toujours quand même que cette politique soi-disant neutre et collaborative d'Erdogan est passagère et sert des buts opportunistes précis qui arriveront à un moment donné. Par ailleurs, il y a aujourd'hui un jeu de muscles face à la Grèce et je dirais à Chypre aussi, de la Turquie. Et si la Turquie se met à attaquer notre État de l'OTAN, la réaction pourrait être implacable. Point aussi intéressant, à Chypre Nord, nous avons une communauté turque locale qui peut de moins en moins supporter la présence de l'armée turque, qui est pourtant turcophone comme elle, mais qui prend tous les hauts postes de l'île. Donc on a une sorte de résistance pacifique qui se met en place dans cette partie-là. Ce qui fait que je pense que 2023 va être riche d'enseignements, notamment sur la question du Caucase. Pour l'instant, je dirais, en attendant, c'est la Russie qui est censée défendre. C'est l'Ukraine qui décidera de tout ça. Voilà. Pour l'instant, la Russie défend l'Arménie et l'Artsakh. Alors, est-ce que justement, est-ce qu'on peut dire que la Russie défend l'Arménie aujourd'hui, même si il y a les forces russes sur place, les forces de maintien, en tout cas les forces de sécurité russes sont là à Gyumri et maintenant dans le Syunik aussi, dans le sud de l'Arménie.
Cet article que vous avez écrit dans le livre noir sur le Karabakh, l'état profond turc contrarié par l'axe sino-russe, a été écrit avant la reprise de la guerre. C'était, je pense, au début de l'année 2022 que vous avez écrit cet article. Et cet article parle justement de l'importance de l'adhésion de l'Arménie à l'OTSC, à l'Organisation de sécurité créée par la Russie avec des républiques de l'ex-soviétique, avec les pays issus des pays indépendants issus de l'ex-Union soviétique. Et vous préconisiez que s'il y avait une reprise de la guerre, l'OTSC viendrait aider l'Arménie. Or, l'OTSC, le mois dernier et en septembre, l'OTSC n'est pas venu aider l'Arménie quand l'Arménie a été attaquée directement par l'Azerbaïdjan. Et donc, aujourd'hui, on se pose la question, les Arméniens se posent la question de savoir si ça sert à quelque chose de rester à l'OTSC. Ça a été aussi bien discuté à la dernière réunion de l'OTSC, ce détail. On est tout de même dans une situation extrêmement chaotique. L'Occident ne s'est pas décidé. Il y a bien sûr une petite avancée avec cette mission d'observation de l'Union européenne. C'est de l'observation, donc ça ne veut pas dire, et l'Azerbaïdjan ne l'a pas accepté sur son territoire, et l'OTSC jusqu'à aujourd'hui n'a pas eu une attitude digne de ce que promettait l'Organisation pour la sécurité commune de ces pays. Alors, je suis totalement d'accord. Hein. Je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est vrai que fin janvier 2022, à l'heure où je finissais ce texte, nous avions encore une armée russe qui n'avait pas envahi l'Ukraine, qui était forte et qui pouvait partager, comme elle le faisait jusque-là, ses actions, bien sûr, avec les autres républiques centra-asiatiques au sein de l'OTSC, voire avec la Chine, avec l'OCS. Mais le scénario ukrainien a chamboulé, la résistance ukrainienne a chamboulé cela. Et l'autre handicap, ça a été ce souci permanent de Moscou de ménager l'Azerbaïdjan pour éviter une rupture complète donc, de cet État et son départ des organisations justement de l'OTSC et de la CEI. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, alors bien sûr, la Russie a évité l'écrasement total de l'Artsakh et a mis fin au conflit. Ça c'est une bonne chose. Le problème, c'est que ça s'est fait au prix d'un territoire complètement tronqué, avec des pertes immenses et la poursuite de l'insécurité régionale, avec même l'attaque de la frontière arménienne, cette fois-ci directement. Pour moi, à titre personnel, mais c'est un avis subjectif, je pense que l'Arménie doit garder, bien sûr, les meilleures relations possibles avec la Russie, parce que ça serait son défenseur le plus naturel, même si les Arméniens ne sont pas orthodoxes, ils sont chrétiens comme les Russes. Donc, ça serait le défenseur le plus naturel dans la zone et le plus proche aussi, et qui a des bases dans le pays. Mais elle doit s'ouvrir également à des relations plus poussées avec l'Occident, parce que là, l'alternative sera simple. Si la Russie s'effondre, elle aura besoin de l'Occident pour assurer sa défense. Si la Russie ne s'effondre pas, ça sera toujours l'armée russe, en espérant que les prochains successeurs de Poutine auront une position plus davantage conciliante, enfin davantage conciliante vis-à-vis de l'Arménie. Ce qui amènerait fatalement l'Azerbaïdjan à ce moment-là à quitter les organes communs, donc que sont la CEI ou l'OTSC.
Après, est-ce que l'Arménie doit rester dans l'OTSC? Je pense que les prochains événements de Kherson seront la réponse de cela. Si la Russie continue à protéger la ville, ce dont je doute, ça vaudra le coup, encore, jusqu'au prochain épisode. Si Kherson tombe et que les Ukrainiens la récupèrent, là, je pense que l'Arménie aura mieux à faire à se rapprocher de l'Occident. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien, Monsieur Merci à vous. David Gahuzer. Vous êtes l'auteur d'un article très important sur l'état profond turc et la réaction de la Chine et de la Russie, la méfiance de la Chine et de la Russie vis-à-vis de la Turquie. Nous avons vu très très large, c'est une situation extrêmement complexe que nous avons essayé dans cet entretien d'élucider pour nos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Gahuzer. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.